Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans une nouvelle émission avec Félix sur le monde moderne et The Black Elephant Experience. Bonjour Félix. Salut. Et bonjour. Notre invité est Pascal Lotaz. Je vais te laisser Félix le présenter et lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue Pascal. Merci. Oui, bienvenue Pascal. Je suis vraiment ravi de t'avoir ici avec Alexis. D'une certaine manière, ma collaboration avec Alexis, c'est grâce à toi. Je ne regardais même pas vraiment YouTube jusqu'à ce que je tombe sur Neutrality Studies, Le Monde Moderne et quelques autres chaînes. Il y en a maintenant beaucoup, beaucoup plus, alors je suis vraiment ravi de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Nous avançons tous ensemble, parfois en tâtonnant, dans la géopolitique et je pense que c'est une excellente nouvelle qu'il y ait de plus en plus de médias décentrés du pouvoir politique et économique. Pascal, tu es professeur associé de relations internationales à l'Université de Kyoto et, comme je viens de le dire, l'animateur de Neutrality Studies, une chaîne en anglais, mais aussi l'une des rares chaînes au monde disponible dans quelque chose comme 10 autres langues. Bravo d'avoir compris comment faire. Nous essayons encore d'y parvenir nous aussi. Entrons directement dans la géopolitique et dans ce sentiment que beaucoup d'entre nous éprouvent, celui d'assister au ralenti à la fin de l'Empire romain et à la fin de l'hégémonie américaine. Quelles sont les dernières informations dont tu disposes concernant la reprise de cette guerre et l'enterrement de ce ridicule protocole d'accord, ce MOU qui semble avoir été, comme l'a dit Chas Freeman, un mémorandum de malentendu? Eh bien, je veux dire, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir de parler avec vous deux. Et merci également pour votre émission. Il est important de montrer combien de personnes ne sont pas d'accord avec ce cadrage stupide des médias dominants. Et cela fait partie intégrante du déclin de, disons, l'Empire américain, de l'Empire occidental, peu importe le nom qu'on veut lui donner. Je travaille sur un essai dans lequel j'essaie de montrer qu'au bout du compte, il ne s'agit pas seulement de l'Amérique. C'est l'Occident tout entier qui coopère, qui collabore et qui porte ce projet colonial depuis 500 ans. Et parfois, le relais passe de l'un à l'autre. Mais le projet continue. Regardez les Philippines. Elles sont restées sous domination espagnole jusqu'à ce que l'Espagne ne puisse plus les conserver. Et au lieu d'obtenir leur indépendance, elles ont eu les Américains. Puis encore 50 années d'oppression. Ensuite, les Américains les ont laissées partir sous la forme d'une néocolonie, dans le type de système contre lequel elles ont dû lutter pendant les 70 années suivantes, et le monde a dû progressivement s'en dégager. Mais cela m'amène peut-être à mon point. Aujourd'hui, le rythme s'accélère. Le reste du monde travaille depuis longtemps à sortir de cette tutelle occidentale et de cet empire, et cela va désormais beaucoup plus vite. On voit ces récits s'effondrer. Les États-Unis et l'Europe ne sont plus capables d'imposer leur interprétation du monde à tous les autres. Nous avons donc ce très beau mot allemand, Deutungshoheit, la souveraineté de l'interprétation. Oui, les Allemands sont vraiment très forts pour ça. La langue allemande a ce charme particulier qui fait que tout sonne légèrement nazi. Je suis désolé, mais ça sonne tout simplement affreux. Je veux dire, la langue française est objectivement beaucoup plus belle, mais nous n'avons pas besoin d'entrer là-dedans. Cette souveraineté de l'interprétation, c'est le fait d'être celui qui fixe l'agenda, pas seulement l'agenda, mais aussi le sens qu'il faut donner aux événements. Comment les choses doivent-elles être comprises? L'Iran est mauvais. Les États-Unis sont bons. L'intervention est censée libérer la population, n'est-ce pas? Libérer l'Iran. Nous venons vous apporter la liberté. Plus personne ne croit à ça. Même ceux qui le disent ne peuvent plus, à ce stade, le faire sérieusement. Ils essaient, mais je ne pense pas que cela convainque encore plus de 10, 15, peut-être 20% de la population américano-européenne. Et cela ne fait qu'accélérer le déclin. Quant aux dernières informations que j'ai entendues, la guerre en Iran a bien sûr repris à plein régime. Mais je dois dire que cette reprise à plein régime
semble beaucoup moins dramatique que la première, en mars, parce que la plupart d'entre nous comprennent désormais que l'Iran a une stratégie et une tactique, et qu'il est capable de les mettre en œuvre. Ce sont en réalité les États-Unis qui sont sur la défensive, et Israël également. Il y a des messages qui circulent. Je veux dire, l'armée iranienne, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a annoncé avoir bombardé une base américaine en Syrie. Elle affirme avoir détruit des hélicoptères et des systèmes radars et provoqué des pertes parmi les militaires américains. Nous n'avons pas encore de confirmation du côté américain. Les États-Unis sont encore en train de se réveiller au moment où nous parlons, alors que, chez moi, c'est le soir. Mais je ne pense vraiment pas que cette guerre se passe bien, sous quelque forme que ce soit, pour les États-Unis. Larry Johnson et beaucoup d'autres ont souligné que les États-Unis sont à court de missiles. L'Iran réimpose le blocus, même s'il laissera encore passer certains navires qui se seront enregistrés auprès de lui. Mais globalement, si les États-Unis veulent une nouvelle crise pétrolière, l'Iran semble d'accord pour qu'il l'ait. Très bien. Pour les Iraniens, le MOU était un moyen de tester le sérieux des Américains, et ils ont effectivement démontré qu'il ne l'était pas. Quand on lit le MOU, certains l'interprètent comme un document de capitulation. C'était en quelque sorte un document de capitulation. Mais, du point de vue iranien, l'essentiel était qu'il soit vérifiable. Ils l'ont structuré de manière à pouvoir demander « Avez-vous appliqué le point A ? Le point B ? Le point C ? Et l'avez-vous appliqué intégralement ou seulement en partie ?» Et il s'avère que ils voulaient simplement utiliser ce temps pour créer, pour reprendre un terme médical, un petit pontage. Au lieu de passer par l'artère principale, ils voulaient créer une dérivation et retirer ainsi aux Iraniens leur levier. L'Iran a alors répondu « Non, non, si vous essayez de faire cela, nous tirerons sur ces navires. » Les États-Unis ont répondu « Si vous tirez sur les navires, nous vous frapperons. » Et l'Iran a répondu « Très bien, alors retournons à la guerre, puisque nous avons vérifié que vous n'étiez pas sérieux. » C'est pour cela que vous avez signé. Et je comprends maintenant pourquoi Trump a signé cet accord à Versailles, entre tous les endroits possibles, sans y réfléchir davantage. Il était clair que cela n'était pas destiné à être pris au sérieux. Ils auraient pu écrire n'importe quoi dans ce texte. Trump l'aurait signé, parce qu'il était évident que ce document n'était qu'un nouvel exemple d'une situation où l'on n'essaie pas de faire de la diplomatie pour résoudre un problème. On cherche simplement à gagner du temps, puis à amadouer l'adversaire afin de pouvoir frapper un autre jour. C'est très triste, mais cela s'inscrit dans un schéma ancien. Les Iraniens l'ont compris. C'est pour cela qu'ils ont présenté l'accord ainsi. Très bien. Maintenant nous savons. Alors continuons. Car les Iraniens, comme les Russes, ont une manière diplomatique de faire les choses et une manière militaire. Ils n'abandonnent ni l'une ni l'autre. Ce n'est pas parce qu'ils signent un accord diplomatique que la dimension militaire disparaît. Oui, c'est un monde triste. Un monde triste. Mais c'est une réalité fondée sur ce que d'autres ont appelé l'incapacité des États-Unis à faire encore de la diplomatie ou à conclure des traités. Oui, mais lorsqu'il a signé à Versailles, Emmanuel Macron était très fier. Il disait, vous savez, la France est de retour sur la scène diplomatique. Il prenait cela très au sérieux avec Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Ils avaient l'air très sérieux. Bien sûr, personne ne pensait que cela l'était, à part eux. Ma question est donc la suivante. Dans ce qu'il reste de la diplomatie, existe-t-il encore un pays occidental qui soit sérieux ou ne reste-t-il que des marionnettes et la toute-puissante armée américaine? Je dirais que, s'agissant des plus petits pays, et même des Européens s'ils parvenaient réellement à se ressaisir, on trouverait probablement encore des gens prudents. À mon avis, l'Europe reste beaucoup plus attentive à ce qu'elle promet. Elle accorde encore davantage de valeur aux engagements qu'elle formule. Il faudrait que je développe un peu plus ce point. Mais le cynisme le plus poussé se trouve, je crois, aux États-Unis, où l'attitude consiste à dire « ce ne sont que des bouts de papier ». Les petits pays, eux, sont très prudents dans leurs promesses. Prenons un exemple qui nous entraîne dans une autre direction.
L'Union européenne exige actuellement de la Suisse un accord cadre pour poursuivre leurs relations bilatérales. Et les Suisses prennent extrêmement au sérieux les détails de cet accord, parce qu'ils savent qu'il structurera l'ensemble de leur avenir avec l'Union européenne pendant les 40 ou 50 prochaines années. Si vous acceptez, par exemple, ce que demande l'Union européenne, que l'arbitre final de l'accord soit la Cour de justice de l'Union européenne, cela constitue un point de blocage majeur pour beaucoup de Suisses. Car si nous signons cet accord, cela signifie que nous confions à la Cour européenne l'interprétation du texte. Je pense donc que les acteurs plus petits continuent à prendre la diplomatie très au sérieux, y compris en Europe. Mais les États-Unis, déjà auparavant et plus encore aujourd'hui, traitent la diplomatie comme une flèche supplémentaire dans leur arsenal, une arme à tirer contre les autres. Et cela rend les choses extrêmement difficiles. J'espère que la perte de cette position hégémonique conduira en réalité à une renaissance de la diplomatie aux États-Unis, parce qu'ils étaient autrefois assez bons dans ce domaine. À certaines périodes, les autres États accordaient une grande valeur au fait que les États-Unis acceptent quelque chose. Cela a aujourd'hui disparu. Aucun d'entre nous, pas même les Européens, ne se fait encore d'illusions sur les États-Unis. Tu parles des petits pays et ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est ce qu'ont fait la Finlande et la Suède ces dernières années, un pas extraordinaire dans la mauvaise direction. Un autre petit pays sur lequel j'aimerais entendre ton analyse est Oman. Je crois qu'Oman vient d'être frappé pour la première fois par l'Iran à travers le bombardement d'un hôtel dans lequel se trouveraient essentiellement des troupes américaines, si je ne me trompe pas. Je viens juste de l'entendre. Je crois que c'était sur la chaîne de Nima. Et comme tu le sais, puisque tu as consacré une vidéo au sujet, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, et plus largement sa diplomatie, comme tu le soulignes dans ta vidéo, mène une politique étrangère extraordinairement prudente. Ces responsables cherchent constamment à définir tous les acteurs extérieurs comme des amis, comme des partenaires potentiels. Ils choisissent leurs mots avec une extrême prudence et parmi leurs priorités, il y a celle de ne pas contrarier les Américains. Dans un article paru dans Le Monde, rien que ça, j'ai d'ailleurs écrit sur X que pour une fois, Le Monde faisait son travail et j'en étais très heureux. Le ministre a déclaré que Tel Aviv représentait une menace plus grande pour la stabilité régionale que Téhéran. Cela semble constituer un pas immense de la part d'Oman. Qu'en penses-tu depuis ta perspective de spécialiste des études sur la neutralité? Comme tu l'as très justement dit, Oman déploie des efforts considérables pour signaler à tout le monde qu'il veut entretenir des relations amicales avec chacun. Cela inclut bien sûr les États du Golfe, en premier lieu l'Arabie saoudite, mais aussi l'Iran. Les autorités omanaises citent officiellement l'Iran parmi leurs voisins immédiats, avec lesquels elles recherchent des relations amicales. En réalité, elles n'accueillent pas de troupes américaines en permanence. Oman ne possède pas d'installation permanente, comme les autres États du Golfe. Il est toutefois possible qu'il autorise des navires américains à accoster dans ses ports et qu'il y ait du personnel militaire américain sur place. Je ne peux pas l'exclure, mais c'est précisément l'une des choses qu'Oman a soigneusement cherché à éviter. Et il est possible que l'Iran le frappe. Si je me souviens bien, Oman avait déjà été frappé 2 fois pendant la guerre des 40 jours. Je crois que, les 2 fois, il s'agissait des ports et du fait que les Iraniens avaient tiré sur des navires américains ou liés aux États-Unis qui s'y trouvaient. Cela m'avait également surpris. Puis, quelques jours plus tard, Abbas Araghchi a publié une déclaration. Je dois le dire, j'étais surpris que l'Iran frappe Oman, parce que cela ne semblait pas vraiment logique, Oman s'efforçant justement d'être un acteur neutre.
Je me demandais donc, pourquoi faire cela? Arakchi a ensuite expliqué, nous regrettons ce qui s'est passé, mais vous devez comprendre que cela échappe désormais à ce que nous pouvons décider au sommet de la politique étrangère. La tactique iranienne de défense repose en effet sur une décentralisation de la chaîne de commandement militaire. Il n'y a pas un seul homme au sommet qu'il suffirait d'éliminer pour que tout le système s'effondre. Les Iraniens ont créé 31 préfectures militaires, dont les commandants peuvent décider des cibles à frapper. Ils agissent à partir d'une stratégie très claire de réponse aux provocations, plutôt qu'en appliquant des instructions centralisées. Et, apparemment, leurs manuels doivent contenir quelque chose comme si les États-Unis essayent d'accoster quelque part, s'ils ont un navire quelque part, frappez-le, peu importe sa nature. Voilà ce qui, selon moi, explique l'action iranienne. Elle relève davantage du déroulement opérationnel de la guerre que d'une décision prise au plus haut niveau. Oui, cela paraît parfaitement logique, mais cela n'améliore en rien la situation d'Oman. Cela montre simplement que, si vous ne voulez pas être frappé ou bombardé par l'Iran, vous devez vous assurer absolument qu'à l'échelle opérationnelle, vous ne fournissez aucune cible potentielle. Vous ne devez mettre ni votre territoire, ni même vos ports à la disposition des escales de l'autre camp. Cela pose toutefois un problème, et c'est un peu technique, parce qu'en droit international et en droit de la neutralité, les Omanais auraient le droit d'accueillir, notamment, des navires civils américains. Le droit international protège en réalité davantage les neutres que les belligérants. Mais les belligérants essaieront naturellement toujours d'empêcher ce type de situation. Nous restons donc dans le fonctionnement prévisible et normal des relations internationales. Mais, encore une fois, cela montre combien la position des neutres est difficile. Et la manière dont le ministre omanais des Affaires étrangères s'est exprimé au sujet d'Israël montre, à mes yeux, qu'Oman cherche véritablement à alerter ses voisins immédiats sur quelques faits qui devraient faire consensus. Regardez qui commet les massacres et tue. Ce ne sont pas les Iraniens. Les massacres sont commis par les Israéliens, d'abord en Palestine, mais aussi dans toute la région. La façon dont les événements se sont déroulés en Syrie, en Libye, et la question de savoir à qui ils ont profité deviennent tellement évidentes que les États du Golfe doivent désormais déterminer comment parler de ces réalités. Car si vous en parlez ouvertement, vous devenez une cible pour l'autre camp, et vous ne pouvez pas trop contrarier les Américains. Mais si, à l'inverse, vous ignorez ces réalités et continuez à prétendre que le diable incarné siège à Téhéran, vous devenez également une cible. Ces pays doivent donc trouver comment naviguer dans cette situation impossible, qui est extrêmement dangereuse et dommageable pour eux. On le voit aujourd'hui, l'Iran frappe de nouveau Baréane et le Qatar parce que les États-Unis détruisent ces ponts. Il détruit donc à son tour des ponts chez eux. La stratégie iranienne est ici très claire. Comme Mohammad Marandi et d'autres le répètent, nous retirerons aux États-Unis leur capacité à projeter leur puissance. Et si nous devons, pour cela, détruire des infrastructures dans ces monarchies collaborationnistes, ces dictatures, comme les appelle Marandi, nous le ferons jusqu'à ce qu'elles expulsent les Américains. L'Iran va donc essayer de procéder ainsi. On ne frappe pas la cible principale, mais des cibles secondaires, dans le but qu'elles finissent par expulser l'ennemi principal. C'est assez brutal, mais stratégiquement, cela me paraît parfaitement logique du point de vue iranien. C'est simplement très douloureux pour les États du Golfe. Et que s'est-il passé avec cette aventure iranienne? Elle semble avoir été mal préparée au départ, mais maintenant que cela dure depuis plusieurs mois, quel est le plan de Trump? Je veux dire, il ne peut pas gagner et les élections de mi-mandat approchent. Même du point de vue de la communication intérieure, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre dans cette direction, d'entretenir le drame du détroit d'Ormuz avec les problèmes d'inflation et de crise énergétique que cela implique. Pourquoi Trump est-il embourbé en Iran?
Et avant que tu répondes, j'ajouterai quelque chose à la question d'Alexis. D'après ce que j'entends dernièrement, on reparle maintenant d'une invasion terrestre. J'ai également entendu Sami Al-Arian, le célèbre expulsé des États-Unis, qui vit désormais à Istanbul, reparler de l'option nucléaire de Samson. Car s'il y a effectivement une invasion terrestre, tu as mentionné le professeur Marandi, il a dit qu'un pays aidait à préparer cette éventuelle invasion terrestre. Si ce pays va jusqu'au bout, l'Iran l'anéantira. Cela soulève la possibilité d'un embrasement qui nous conduirait au cœur d'un conflit nucléaire. Pour prolonger la question d'Alexis, où est-ce qu'on va, bordel? Qu'est-ce que c'est que cette situation? Ces deux questions sont très étroitement liées. D'un côté, je ne pense pas qu'il existe une stratégie de victoire. Je ne pense pas non plus que les Américains aient relancé la guerre en se disant « Voici le plan, voici une voie vers la victoire en 6 semaines ». Ils l'ont plutôt fait en se disant « Nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous voulons, nous devons donc montrer que nous pouvons dissuader l'autre camp ». Et c'est ainsi que l'on aboutit à un embrasement épouvantable. Du côté iranien, en revanche, les choses sont assez claires. Il faut obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire retirer aux Américains la capacité d'attaquer de nouveau. On peut y parvenir par la diplomatie ou par des moyens militaires. Et les Iraniens ne frapperont jamais le cœur du territoire américain. Ils n'ont ni les armes, ni l'intention d'envoyer un missile sur New York. Ils ne le feront pas. Mais ils chercheront à rétablir leur domination dans la région, et ils peuvent le faire en affaiblissant les États-Unis et leurs alliés. Il s'agit d'une guerre d'attrition. Ils vont donc mettre en œuvre dans le Golfe ce que les Russes appliquent dans le Donbass et en Ukraine, une guerre d'usure destinée à épuiser l'adversaire. Or, cet adversaire est déjà très affaibli. Bien sûr, l'autre camp réfléchit alors à la manière d'intensifier le conflit. Les États-Unis intensifient actuellement les attaques contre les infrastructures civiles, en particulier les ponts, afin de couper les liaisons dont l'Iran dépend, non seulement pour sa logistique intérieure, mais aussi dans ses rapports avec la Chine. Ils envisagent cela comme un jeu géopolitique. Très bien. L'Iran fait maintenant la même chose aux États du Golfe et commence à y détruire des infrastructures, car sa stratégie a toujours été parfaitement claire. Tout ce que vous nous faites, nous vous le ferons. Nous n'irons pas beaucoup plus loin, mais nous vous infligerons une douleur équivalente. Nous rétablissons la réciprocité. Vous ne pouvez pas croire que vous pouvez nous bombarder sans souffrir vous-même. Non, nous vous ferons souffrir, et nous maintiendrons cette souffrance à un niveau comparable. Il est évidemment impossible de faire exactement la même chose, mais il s'agit d'infliger à peu près le même degré de douleur, afin d'amener l'autre camp, les États-Unis et Israël, à comprendre. Je ne peux pas les frapper, parce qu'ils riposteront. Une partie de la stratégie iranienne repose depuis longtemps, et nous avons découvert que cela était possible, sur une capacité de seconde frappe conventionnelle. Les Iraniens ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'une arme nucléaire. Il leur suffit de survivre à une première frappe et de rester capables de riposter avec des armes conventionnelles, grâce aux missiles et aux drones dont ils disposent déjà. Ils peuvent frapper des cibles produisant un effet comparable sans recourir à l'arme nucléaire. Et ce qu'ils ont fait face à Israël, la raison pour laquelle je pense que l'Iran parvient à dissuader l'option Samson, c'est qu'ils ont dit « Regardez, 80% de votre eau potable provient de quelques usines de dessalement. Nous savons où elles sont, parce qu'elles ne sont pas très bien dissimulées. On peut les trouver sur Google Maps. Nos missiles peuvent les atteindre, et les atteindront. Le fait que nous ne les ayons pas encore détruites signifie que nous vous disons ceci. Nous sommes disposés à vous laisser vivre si vous êtes disposés à nous laisser vivre. Mais si vous renoncez à cette volonté, si vous commencez à bombarder, si vous lancez une arme nucléaire sur Téhéran, Tabriz ou n'importe quelle autre ville, nous ferons en sorte que la vie ne puisse plus être maintenue en Israël. Et nous pouvons le faire avec les armes dont nous disposons. Nous n'avons donc pas besoin de réinventer la roue.
Nous n'avons même pas besoin de fabriquer une arme nucléaire. Ce que nous ne voulons pas faire parce que c'est une chose impie. Nous n'en avons pas besoin. Et c'est cela qui est assez extraordinaire. En menaçant Israël de cette manière, vous menacez bien sûr indirectement les États-Unis, parce que, comme le dit John Mearsheimer, les États-Unis et Israël sont liés à la hanche. À ce stade, ce sont des jumeaux siamois. Je dirais même qu'ils constituent un seul et même organisme géopolitique. Menacer la survie d'Israël revient donc à menacer la survie de tout régime politique aux États-Unis. C'est un facteur de dissuasion extrêmement puissant. Et c'est précisément par pur instinct de survie d'Israël que je considère, pour l'instant, qu'il est peu probable qu'il recourt à l'option Samson. Celle-ci repose toujours sur l'idée que l'adversaire a déjà appuyé sur le bouton qui va vous détruire, et que vous l'emportez alors avec vous dans votre chute. À ce stade, Israël a encore une chance de survivre. Absolument. Il devrait changer radicalement, mais rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'Israël ne sortira pas vivant de cette situation, à condition qu'il ne déclenche pas littéralement l'option nucléaire. Dans l'ensemble, si les acteurs abordent la situation rationnellement, nous avons encore une chance d'en sortir sans transformer la région en désert nucléaire. Mais le danger vient du fait que certains de ces acteurs ne sont peut-être pas rationnels, ou que certains peuvent précisément souhaiter un tel scénario, les sionistes chrétiens. Ils ont une conception de l'Armageddon, et l'Armageddon occupe une place importante dans leur vision, dans leur interprétation malade et pervertie du monde. Des retombées nucléaires ou une catastrophe nucléaire pourrait être exactement ce qui serait nécessaire au retour du Messie. Je ne peux pas exclure que certaines personnes aient réellement ce scénario en tête, et que certaines d'entre elles occupent même des postes très importants, comme l'actuel ministre de la Guerre, secrétaire à la guerre, M. Hegseth, aux États-Unis, qui a tenu des propos véritablement effarants, absurdes et extrémistes dans le cadre de sa vision sioniste chrétienne. Tu as parlé des jumeaux siamois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la métaphore devrait plutôt être celle d'une hydre à plusieurs têtes. L'une serait le Parti démocrate, une autre le Parti républicain, une autre Israël et une autre encore Bruxelles. Elles ne sont pas toutes aussi dangereuses et toxiques, enfin si, d'une certaine manière. Pardon, je voulais dire le contraire. Elles n'en ont pas toutes l'air et n'ont certainement pas exactement le même visage, mais elles travaillent ensemble. Oui, aujourd'hui j'appelle cela, ou je le conçois, comme un seul corps politique. La politique ne s'arrête pas aux frontières nationales. Elle ne s'arrête pas aux intérêts nationaux. On voit les Européens s'intégrer et prendre des décisions insensées pour leur propre pays. Tu as mentionné la Finlande et la Suède. Mais si l'on raisonne à l'échelle du collectif, notamment dans ces cercles d'élite qui savent qu'ils s'en sortiront très bien, alors, si Helsinki est détruite, M. Stubb se trouvera à New York, à la tête de la résistance, dans le rôle du De Gaulle de notre époque. Ces gens pensent à travers ce genre de récits stupides. À partir du moment où l'on comprend cela, il devient logique de ne plus envisager le phénomène comme un projet national, mais, faute d'un meilleur terme, comme un corps politique civilisationnel. Ce corps agit et accepte même qu'une partie de lui subisse des dommages, tant que cela lui permet de poursuivre la mise en œuvre de son projet global. C'est ce qu'il fait depuis 500 ans. Le colonialisme a effectivement réussi. Il a réussi à commettre des génocides sur 3 continents, l'Amérique du Nord, la majeure partie de l'Amérique du Sud et l'Australie, et à se débarrasser de leur population. Ils essayent de recommencer, mais cette fois, les populations ne disparaissent pas. Ils se heurtent à cet obstacle. Et c'est cela qui les met vraiment, vraiment en colère. Mais le fait qu'il existe une équipe, cette équipe globale, et que si l'on regarde le génocide, on ait l'impression qu'ils veulent tuer leur propre population, toutes leurs politiques sont antisociales. Elles sont très mauvaises pour leur économie, très mauvaises pour leur pays. Et pourtant, ils trouvent des gens pour voter pour eux et des médias pour assurer leur propagande. Je lisais dans la presse australienne que l'Australie aidait l'armée ukrainienne à tuer davantage de Russes. Mais quel intérêt l'Australie a-t-elle dans cette guerre en Ukraine? C'est absurde partout dans le monde. Et malgré cela, la propagande et les élites mondialistes poursuivent leur chemin. Dans une certaine mesure, elles gagnent.
Oui, et nous ne devons nous faire aucune illusion. Ce n'est pas que ces gens détestent les étrangers. Ces gens méprisent les êtres humains. Ils méprisent leur propre population autant que les autres. Enfin, détester n'est pas le bon mot, car la haine suppose une forme d'attachement émotionnel à l'autre. Il s'agit plutôt d'un mépris absolu pour la vie humaine. Reprenons l'exemple de l'Ukraine. Je crois que c'était le New York Times ou le Financial Times qui avait publié un article expliquant que nous en étions arrivés au point où il fallait faire comprendre à l'Ukraine qu'elle devait être disposée à contraindre une plus grande partie de sa population à aller combattre. Les mêmes personnes, von der Leyen et les autres, qui déposent aujourd'hui des fleurs devant les noms des soldats morts, versent des larmes de crocodile et disent « Nous faisons tout pour soutenir l'Ukraine », sont aussi celles qui disent « Mais l'Ukraine doit désormais ouvrir la tranche des 18 à 25 ans et les envoyer à l'abattoir ». C'est cela qu'elles définissent comme le soutien à l'Ukraine. Elles croient qu'en agissant ainsi, elles incarnent les grands humanistes et qu'elles vont parvenir à la paix. C'est cela qui est profondément malsain. Elles sont directement responsables de l'envoi de ces gens dans une situation déjà conçue comme un abattoir, parce que l'autre camp l'a clairement annoncé. Si cela doit être un abattoir, ce sera un abattoir. Soit vous parvenez à un accord diplomatique, soit ce sera un abattoir. Et leur réponse est « Très bien, il nous faut davantage de gens pour l'abattoir, envoyons-en davantage ». Au lieu de négocier réellement avec les Russes et de dire « Nous avons besoin d'un accord politique afin de créer une architecture de sécurité pan-européenne et pan-eurasienne », ce que les Russes réclament depuis 30 ans. Mais l'Occident refuse tout simplement. Il n'écoute pas. Il préfère envoyer encore quelques millions d'Ukrainiens, principalement de jeunes hommes, vers une mort prématurée, parce que chaque tombe qu'il creuse ne fait que renforcer sa propre certitude morale. C'est le fameux chemin de l'enfer pavé de bonnes intentions. Et je crois qu'au fond, beaucoup de ces dirigeants comprennent très bien ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas stupides à ce point. On peut penser ce que l'on veut de monsieur Macron, mais ce n'est pas un idiot. Il a réussi dans la banque d'investissement et dans d'autres domaines. Ils comprennent ce qu'ils font, mais ils jouent ensuite ce rôle. Et cela devient véritablement horrible. Je pense aussi qu'ils gagnent de l'argent. Regardez Boris Johnson. L'ancien Premier ministre britannique gagne de l'argent avec les usines de drones et avec les morts. Et ils se voient eux-mêmes comme des personnages historiques. Comme tu le disais, ils seront le nouveau Churchill, le nouveau je ne sais quoi, parce qu'ils ont leur guerre. Quand on les voit regarder Zelensky, on comprend à quel point ils l'adorent parce qu'il est en guerre contre les Russes. Il y a quelque chose de mystique dans la guerre. Eux ne meurent jamais sur la ligne de front. Ils ne sont pas mutilés. Ils s'en moquent. Ils ne risquent rien personnellement. Oui, ils n'ont pas leur peau en jeu. No skin in the game. Et je pense que la Russie en prend acte. Pour la première fois, les Russes envisagent réellement de modifier cette équation. Pendant très longtemps, ils ont respecté une sorte d'engagement sacré, consistant à ne pas éliminer les dirigeants politiques. Ils ne mènent pas de frappe de décapitation. Attends, et Lindsey Graham? Nous ne savons pas. Était-il dans l'usine de drones? Soyons honnêtes, nous prenons simplement nos désirs pour des réalités, parce que ce serait trop beau. Honnêtement, Ce qui s'est passé est tout à fait extraordinaire. Comme tu le sais, je ne me souviens plus de quel membre de la famille de Lindsey Graham a repris son siège de sénateur américain. Mais si les Russes voulaient montrer à quel point le fonctionnement des États-Unis et du Sénat américain en particulier est antidémocratique, népotique et aristocratique, ils ne pourraient pas trouver meilleure illustration que ce qui vient de se passer. Je suis frappé par ton analyse. Tu as raison de présenter cela comme une forme de négation de l'humanité, très visible dans la manière dont l'Occident parle des Palestiniens depuis plusieurs années, et dans sa capacité à accepter ce qui arrive aux personnes brunes ou noires partout dans le monde sans ressentir, la plupart du temps, le besoin même d'en parler. Comme l'a dit le poète palestinien Mahmoud Darwich, la seule raison pour laquelle les gens connaissent les Palestiniens,
c'est parce que nous combattons Israël. C'est la seule raison pour laquelle on parle de nous. Et ce que nous voyons aujourd'hui le confirme. Des dizaines de millions, enfin peut-être pas des dizaines de millions, mais assurément des millions de personnes ont été massacrées au Congo ces dernières années. Au Soudan, des centaines de milliers de personnes, en nombre incalculable. Et nous n'en parlons jamais. Nous ne le voyons pas vraiment. Nous en entendons vaguement parler ici ou là. Mais comme Alexis l'a souligné, et comme tu viens de le dire, cette même déshumanisation s'applique aussi à nos propres populations, c'est-à-dire nous, Européens et Occidentaux, depuis les dirigeants jusqu'au reste de la nation. Et ce qui me frappe, c'est que nous avons exactement sous les yeux ce que Michael Young avait décrit lorsqu'il a écrit sa pièce. Michael Young est d'une certaine manière l'un des pères du système britannique moderne, l'un des fondateurs du NHS, mais aussi au fond du New Deal britannique et du système moderne de santé et de protection sociale du pays. Il a écrit une pièce qui, je crois, s'intitule The Rise of the Meritocracy. Pour lui, la méritocratie était une catastrophe, car dès lors que les élites décident qui mérite d'avoir du mérite, la merde commence. C'est extrêmement normatif, par définition. Dans cette œuvre, il décrit un avenir dystopique dans lequel cela se serait produit. Des élites décideraient qui mérite d'occuper le sommet de la pyramide nationale et qui n'en est pas digne. Et ce système serait supposément bien meilleur que le système aristocratique. Mais ce qu'il anticipait déjà, c'est qu'au moins, dans un système monarchique et aristocratique, tout relève en quelque sorte du hasard. Vous naissez noble ou vous ne l'êtes pas. Dans le système méritocratique, vous perdez toute capacité d'agir et l'on vous explique que si vous ne vous en sortez pas, si vous êtes pauvre, si vos enfants se droguent, si vous n'avez pas de travail ou si vous êtes en train de mourir pour une raison quelconque, c'est de votre faute. Alors bien sûr, les gens deviennent fous et d'une certaine manière, c'est exactement le monde que nous avons construit. Nous avons bâti un monde dans lequel les 0,1% les plus riches décident de ceux qui sont dignes de mérite. Et dans leur esprit, les seuls qui méritent réellement ce mérite, ce sont eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils déshumanisent tous les autres. C'est tout simplement grotesque. La méfiance envers les autres et envers leur jugement est immense dans ces classes sociales. L'une des expériences les plus intéressantes que j'ai pu mener moi-même, une simple petite anecdote, vient des 5 années pendant lesquelles j'ai enseigné dans une université américaine, Temple University au Japon. Chaque année, pas chaque semestre, mais chaque année, j'enseignais un cours de politique européenne. Je pouvais l'aborder comme je le souhaitais. J'ai consacré un cours entier au modèle suisse de démocratie directe, parce qu'il constitue l'une des principales exceptions parmi les systèmes démocratiques. Il ne permet pas seulement une participation populaire directe, mais donne à la population la capacité de s'imposer dans le processus. Je peux rédiger un article de la Constitution et, si je réunis 100 000 signatures en 18 mois, il doit faire l'objet d'un référendum obligatoire. Nous pouvons imposer une modification de la Constitution si nous obtenons suffisamment de soutien dans la population, et le référendum devient alors obligatoire. Il ne s'agit pas d'une simple consultation, il est contraignant. J'ai donc consacré un cours à ce modèle, et j'essayais vraiment de le vendre. À la fin, je faisais voter les étudiants. Voudriez-vous disposer d'un tel système dans votre pays? En 5 ans, je n'ai jamais obtenu une majorité de oui. Quand je leur demandais pourquoi, ils répondaient « J'adorerais cela. J'aimerais pouvoir voter directement sur des questions précises, plutôt que d'élire simplement des dirigeants dont j'ignore ce qu'ils feront pendant 4 ans. » Parce que vous leur donnez 4 ans, n'est-ce pas? 4 ans. Faites ce que vous voulez. Vous avez gagné le concours de popularité. Vous pouvez maintenant appliquer ce que vous voulez. On le voit avec Trump.
Mais le point essentiel est que le système suisse permet de voter sur des politiques, et pas seulement sur des dirigeants. La réponse habituelle des étudiants opposés à ce système était toujours « J'adorerais cela, mais dans mon pays, trop de gens sont sans instruction. Ils ne savent pas ce qui est juste. » Voilà cet état d'esprit. C'est celui des élites, notamment des jeunes élites. Elles sont bien éduquées, donc elles savent ce qui est bon. Tous les autres voteront mal. Elles ne comprennent pas la démocratie. La démocratie ne consiste pas à déterminer ce qui est juste ou faux. Elle consiste à demander « Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez de la fraise ou de la framboise ?» Il ne s'agit pas de savoir laquelle est la bonne réponse, mais laquelle vous voulez. Personne n'a jamais dit qu'en démocratie, il fallait bien voter. Cela va à l'encontre de tout l'esprit démocratique. Mais c'est précisément l'idée qui domine dans les cercles d'élite. Les autres seraient trop stupides pour savoir ce qui est bon pour eux. Nous devons donc le leur dire. Pourquoi ne pas créer un système appelé méritocratie, dans lequel, comme par hasard, nous nous trouvons au sommet parce que nous savons ce qui est bon pour eux. Et s'ils ne veulent pas aller combattre les Russes, nous les y obligerons, parce que c'est le bon côté de l'histoire, et parce que je suis Churchill. C'est encore pire que cela. Ils considèrent que les gens sont stupides et qu'ils ne devraient ni voter ni donner leur avis. En France, Macron pousse très fortement en faveur de lois de censure sur les réseaux sociaux, tout comme le complexe industriel européen de la censure avec le DSA et les dispositifs de ce genre. Ils ne veulent pas que les gens s'informent. Ils ne veulent pas que les gens expriment publiquement leur opinion. Ils veulent qu'ils obéissent et qu'ils écoutent. Ils veulent les traiter comme de petits enfants, pas des enfants intelligents, des enfants stupides. C'est complètement fou que des élus... Je veux dire, nous avons eu des sénateurs en France qui ont défendu des lois en affirmant qu'il fallait lutter contre l'ingérence intérieure, ou peu importe comment ils appellent cela. C'est de la folie. C'est Goebbels à la lettre. Et pourtant, ces gens font cela en prétendant protéger la démocratie. Comment pouvons-nous lutter contre ces élites stupides que nous avons aujourd'hui ? Nous ne pouvons réellement les combattre qu'avec un meilleur discours, en proposant quelque chose de plus intelligent à l'ensemble de la population. Nous devons faire confiance à l'idée qu'au bout du compte, une majorité de gens est capable de comprendre les choses. L'autre camp est structurellement plus puissant, parce qu'il n'a pas réellement besoin de convaincre 50% de la population. Il lui suffit d'en convaincre environ 15 ou 20%, dès lors qu'il possède aussi les armes. C'est suffisant. L'histoire nous l'enseigne. Il n'a pas besoin de la majorité. Malgré cela, je pense qu'un discours rationnel, qui oppose de la rationalité à cette manière irrationnelle d'aborder le monde, constitue au moins une chose que nous pouvons faire. L'aspect positif du moment actuel, c'est que l'hypocrisie et les mensonges deviennent plus transparents. Ils sont plus difficiles à dissimuler. J'attends simplement le moment où... Je l'attends, parce qu'ils n'en sont plus qu'à une étape dans l'Union européenne. Vous savez, ils déploient d'immenses banderoles proclamant « démocratie et liberté d'expression », tout en sanctionnant Jacques Beau, Nathalie Yamb, Hussein Doreux et d'autres. C'est épouvantable. Puis ils déclarent « Nous protégeons les journalistes, sauf ceux que nous pourchassons nous-mêmes. » J'attends simplement le moment où l'un d'eux dira « La démocratie, c'est moi ». Ils ne sont plus qu'à une étape du moment où ils s'identifieront eux-mêmes à la démocratie. Une seule étape. Je suis certain que l'un d'eux finira par dire quelque chose comme « Je suis la démocratie » ou « Nous sommes la démocratie » et tous les autres, ceux qui ne sont pas d'accord. Dans l'Union européenne, c'est pratiquement déjà le cas. Le bouclier européen de la démocratie revient au fond à dire que si vous ne pensez pas comme le parti unique, le parti européen, vous êtes antidémocratique. Ils veulent interdire certains partis au Parlement européen parce qu'ils ne seraient pas alignés sur les valeurs européennes. Nous y sommes déjà. Il faut alors passer un test de valeurs. Êtes-vous d'accord avec nos valeurs ? Si oui, vous pouvez siéger ici. Sinon, vous ne faites pas partie du club démocratique et vous devez donc aller en prison. Voilà ce que devient la bonne démocratie. Ces gens nous la retirent sous les yeux, tout en prétendant en être les défenseurs. C'est une manœuvre particulièrement sale. Est-ce que l'un de vous a vu le film « Il est de retour » ? Il est tiré du livre allemand « Er ist wieder da ».
L'idée est qu'un matin, Hitler se réveille dans le Berlin contemporain. Il revient exactement tel qu'il était au moment de sa mort. Il est simplement de retour et commence à errer dans la ville. Le film culmine lorsqu'il parvient de nouveau à accumuler un soutien politique, parce que les gens pensent qu'il est drôle et qu'il imite Hitler, alors qu'en réalité, c'est bien lui. Il rassemble à nouveau des soutiens et recrée le parti nazi. À mes yeux, la plus grande erreur du film est d'avoir imaginé que, si Hitler revenait, il recréerait le NSDAP. Non, s'il revenait, il rejoindrait les Verts, parce que ce serait la voie la plus facile vers le pouvoir. Il commencerait certainement par se présenter au Parlement européen. Oui, oui. Il adhérerait à un parti dominant, se présenterait comme une personnalité respectable, emploierait le jargon dominant et le discours fondé sur les valeurs afin d'arriver à ses fins. Oui, il chercherait d'abord à obtenir le plus vite possible un poste à la Commission européenne. Tu as mentionné le système référendaire suisse. Tu as donc expliqué d'une part qu'il fallait simplement parler aux gens, prendre la parole et avancer des arguments, mais j'ai l'impression qu'il existe aussi des problèmes méthodologiques. L'un d'eux est que, pour la plupart des Occidentaux, la démocratie se confond avec les élections. Or, les élections ne sont qu'un moyen parmi d'autres de désigner ceux qui dirigent. Athènes, malgré toutes les imperfections de sa démocratie, l'avait déjà compris il y a plus de 2000 ans. Les élections tendent à permettre aux élites de se reproduire. Elles ont aussi tendance à légaliser, d'une certaine façon, certaines formes de corruption, parce qu'il faut de l'argent pour mener une campagne. Et quand vous avez besoin d'argent, quelqu'un vous le donne, puis vous lui devez quelque chose. Nous l'avons clairement vu en France avec Emmanuel Macron et les oligarques, et nous l'observons dans beaucoup d'autres pays. Sans même parler des États-Unis où, depuis Citizens United, cela fait littéralement partie du droit. L'Amérique a officiellement légalisé la corruption. Mais il existe aussi le tirage au sort. Là encore, les Athéniens avaient compris, il y a plus de 2000 ans, que si l'on choisit les gens au hasard, on ne désignera pas toujours la personne la plus instruite ou le dirigeant le plus brillant, mais on obtiendra un système plus juste. Et vous savez, il n'est pas nécessaire d'être astrophysicien pour prendre certaines décisions. Oui, c'est un très bon point. L'une des propositions les plus intéressantes présentées sur ma chaîne venait d'un psychologue australien qui étudiait les dimensions psychologiques du totalitarisme. Il expliquait qu'à un certain stade, un système se verrouille en raison de la manière dont il sélectionne lui-même ses membres. On le constate souvent dans les parlements. Au sein du courant dominant et des grands blocs de vote, tout le monde est fondamentalement d'accord, avec simplement des nuances différentes. Pour briser ce verrouillage, il faudrait réintroduire un élément de hasard. Il proposait donc, pourquoi ne pas élire 50% des parlementaires comme aujourd'hui, chacun choisissant les candidats qu'il souhaite, et tirer au sort les 50% restants. Toute personne âgée de 18 à 90 ans pourrait alors être appelée. Si votre nom est tiré au sort, vous pouvez aller siéger. Vous en avez le droit. Vous pouvez refuser, mais vous avez ce droit. Cela bouleverserait toute la logique du Parlement. Car, encore une fois, la démocratie ne consiste pas nécessairement à déterminer quelle est la décision la plus logique, mais à représenter ce qui est bon pour différents groupes de personnes. Un agriculteur du Kansas rural a évidemment un univers de besoins très différent de celui d'une personne qui vit au centre de New York. Ses intérêts doivent être équilibrés. Cela ne signifie pas que le choix de l'agriculteur soit mauvais. Son choix est probablement le bon pour lui, du moins si des intérêts supérieurs ne l'ont pas acheté. Il faut donc trouver un moyen de réintroduire un peu de bouleversement et d'aléatoire. Le système suisse le fait en permettant à la population d'introduire des propositions ou d'en rejeter. Sans le référendum populaire,
la Suisse aurait rejoint l'Union européenne. L'adhésion a été rejetée dans les urnes, et c'est ce qui a maintenu la Suisse en dehors de l'Union. À l'époque, je pensais que c'était une erreur. Mais quand je vois aujourd'hui la manière dont fonctionne l'Union européenne, je dois dire que je suis plutôt heureux que les choses se soient passées ainsi. J'ajouterai encore une chose. L'idée selon laquelle la démocratie équivaut au vote ou aux élections est erronée. La démocratie est un système dans son ensemble. Un autre pilier, tout aussi important, sinon plus, que le vote est la séparation des pouvoirs, ainsi que les mécanismes de contrôle et d'équilibre qui empêchent qu'une personne ou qu'un groupe concentre trop de pouvoir. Cela concerne les choix politiques, l'âge, mais aussi la géographie. Il faut constamment rééquilibrer l'ensemble, afin que tout le monde soit, en quelque sorte, également insatisfait. Lorsque tout le monde est également énervé, on a probablement un système démocratique qui fonctionne à peu près. Mais si l'on aboutit à une élite qui possède des milliers de milliards de dollars, félicitations aux États-Unis pour avoir créé le premier trillionnaire en dollars de leur histoire. Cela doit vraiment réconforter tout le monde. Il est tellement brillant. Les pauvres, en particulier, doivent se sentir beaucoup mieux en sachant que l'un d'entre eux possède 1000 milliards de dollars. Il faut donc, d'une manière ou d'une autre, rapprocher un peu les deux lames des ciseaux. Je ne parle pas d'une égalité totale, mais d'une certaine forme d'égalité entre ces différents groupes. Or, les systèmes démocratiques occidentaux actuels n'assurent absolument pas cela, surtout dans l'économie. Rien du tout. Les inégalités ne cessent de s'aggraver. Et le seul moyen dont disposent ces élites pour empêcher la plèbe de se retourner contre elles avec des fourches consiste à trouver quelqu'un d'autre contre qui diriger ces fourches. C'est exactement ce qu'elles font. C'est exactement ce qu'elles font actuellement avec la Russie en Europe. Au début de notre conversation, nous parlions de cette impression d'érosion de l'hégémonie américaine. J'aimerais revenir sur deux autres phénomènes qui semblent en être symptomatiques. Le premier est l'obsession récente, ou plutôt renouvelée car elle n'a rien de nouveau, de l'Amérique et de l'administration Trump pour la Cour pénale internationale. Il y avait déjà une campagne, il y en a maintenant une nouvelle, qui constitue au fond une nouvelle politique du département d'État. C'est une initiative de Marco Rubio qui cherche à prendre une posture très présidentielle. Il vient d'annoncer une vaste campagne visant à démanteler la menace que la Cour, la CPI, ferait peser sur la souveraineté américaine. Et je t'ai vu expliquer dans une vidéo que lorsqu'il parle de la souveraineté des États-Unis, ce qu'il veut réellement protéger, c'est l'impunité américaine. Peux-tu développer? Oui, dans cette déclaration, celle de Marco Rubio, ou plus exactement, celle du département d'État, les choses sont formulées très brutalement. Ils disent « Les États-Unis n'ont jamais adhéré à cette cour. La CPI poursuit même certains de nos militaires. C'est injuste, c'est horrible, c'est une institution terrible et une menace contre notre souveraineté, c'est-à-dire contre notre capacité et notre droit de faire ce que bon nous semble. Et pas seulement aux États-Unis. C'est précisément le problème de cette proposition. Ils veulent démanteler toute la Cour. Les États-Unis ne sont pas membres de la CPI, ce qui signifie qu'une décision de cette Cour n'a aucun effet sur le territoire américain. Un soldat américain qui aurait violé, pillé, saccagé et tué un grand nombre de civils en Afghanistan est parfaitement en sécurité dès lors qu'il se trouve aux États-Unis, même si la Cour le reconnaît coupable et délivre un mandat d'arrêt contre lui. Ce mandat n'est valable que dans les autres pays membres de la Cour, qui exercent leur souveraineté en disant « Nous voulons faire partie de cette institution et nous appliquerons ces décisions ». Le mandat n'est pas valable aux États-Unis. La personne peut y vivre et y faire ce qu'elle veut. Mais dès qu'elle voyage à l'étranger, elle risque d'être arrêtée. C'est la même chose pour Netanyahou ou Vladimir Poutine. Vous connaissez le principe. S'ils mettent les pieds dans un pays membre de la CPI, ils risquent d'être arrêtés. Nous savons également que, dans les faits, le système ne fonctionne pas vraiment. Mais laissons cela de côté. Sur le plan théorique, les États-Unis refusent cette situation. Leur position est la suivante. Nos ressortissants, même s'ils sont condamnés par une cour reconnue par de nombreux autres États, doivent être absolument en sécurité lorsqu'ils se rendent dans l'un de ces pays.
Nous n'acceptons pas la décision souveraine des autres États d'adhérer à cette Cour, d'appliquer ces décisions ou de prendre eux-mêmes des mesures contre des criminels de guerre américains. Cela montre une nouvelle fois que, pour des responsables américains comme Rubio, la souveraineté signifie nous faisons ce que nous voulons, où nous voulons et contre qui nous voulons. Et si l'un de ces paysans là-bas n'est pas content, nous allons lui donner une leçon, parce que c'est cela, la souveraineté américaine. Il s'agit donc d'un mépris absolu pour la souveraineté des autres. C'est ce que j'appelle l'impunité, l'habitude de pouvoir tuer ou commettre n'importe quel acte sans jamais subir de conséquences, y compris sur le territoire d'autrui. Voilà pourquoi les États-Unis exigent que les autres se soumettent au droit américain. C'est également ce qu'ils ont fait avec Assange. Compte tenu du degré de vassalisation de l'Union européenne, qui est sans précédent, j'en suis arrivé à penser que l'Union européenne a toujours été un projet de vassalisation. Au fond, c'est bien ce qu'elle est. Mais nous atteignons aujourd'hui un niveau tel que nous réussissons encore à le pousser toujours plus loin. Combien de temps faudra-t-il avant que les Européens s'alignent tout simplement sur la ligne américaine et que la Cour soit obligée de déménager à Brasilia, Lagos ou Bangkok? Je ne sais pas. Ce sera précisément le test. C'est le test que les États-Unis sont en train de mettre en place. Et, comme je l'ai expliqué dans la vidéo à laquelle tu fais référence, ce n'est pas une stratégie très intelligente, parce qu'il s'agit d'un combat à contre-pente. Le droit international n'évolue pas selon la volonté d'une, de deux ou même de trois grandes puissances. Il évolue en fonction de ce qui est généralement accepté par une large majorité comme constituant les règles du jeu. Même si les États-Unis, la Chine et la Russie se réunissaient dans une pièce et déclaraient « Nous allons rédiger un nouveau droit international », si aucun des autres pays ne l'acceptait, ce texte ne deviendrait pas du droit international. Cela ne fonctionnerait pas. Le droit international est une sorte de projet humain dispersé, qui ne prend forme que lorsqu'une grande partie des États, des populations et des institutions commencent à y adhérer et à agir selon certains principes. Tant que ce basculement ne se produit pas, vous pouvez lutter autant que vous le souhaitez. L'institution qu'est la CPI peut naturellement être démantelée. Vous pourriez bombarder son bâtiment et il disparaîtrait. Mais le fondement juridique, le statut de Rome, ne disparaîtrait pas pour autant. La Cour pourrait simplement être reconstituée ailleurs. La question que les États-Unis posent aujourd'hui est donc, à mon avis, les Européens peuvent-ils être vassalisés à ce point? Pouvons-nous obliger les Allemands, les Français et les Néerlandais à se retirer du statut de Rome? Car c'est, en définitive, ce qu'ils veulent. Les États-Unis voudraient que ces pays se retirent du statut, interdisent la CPI et imposent également des sanctions contre elle. S'ils y parviennent, alors oui, ce serait, à mes yeux, la fin officielle des pays européens, même en tant qu'État ne faisant plus que jouer l'indépendance. Ils pourraient devenir les 51e à 88e États des États-Unis. C'est essentiellement à cela que cela reviendrait. Mais je pense que ce sera très difficile à imposer. Et même si cela arrivait, il resterait environ 120 pays, ou au moins 95, en dehors de ce groupe, toujours membres du statut de Rome, et susceptibles de refuser cette évolution. Ils ne suivraient pas. Je ne pense pas que la Chine ou la Russie créeraient immédiatement une seconde CPI, mais quelque chose pourrait émerger avec le temps. Les États-Unis ont donc choisi un nouveau combat à contre-pente, qui me paraît profondément contre-productif. Mais c'est ce que font les empires, non pas lorsqu'ils sont au sommet de leur puissance, à ce moment-là, ils n'en ont pas besoin, mais lorsqu'ils sont en train de décliner. Et la pente devient actuellement de plus en plus raide. Une dernière question, du moins pour moi. Comme tu l'as probablement entendu, Pascal, Rubio est sur tous les fronts. Au moment même où nous enregistrons, il accueille une conférence internationale réunissant apparemment 60 délégués de 60 pays différents sur le terrorisme d'extrême gauche.
Évidemment, alors que des guerres par procuration avec la Russie et l'Iran ne sont plus vraiment des guerres par procuration et qu'une crise financière mondiale, une crise économique et une grande crise agricole se profilent, c'est clairement ce sujet qui devrait figurer en tête de l'agenda américain et de celui de tous ceux qui se sont rendus à cette putain de conférence idiote. J'essaie de comprendre. Jusqu'où l'Occident peut-il poursuivre son propre déclin à travers ce genre de posture idiocratique? Qu'est-ce que cela signifie selon toi? Au-delà d'un symptôme supplémentaire du déclin de l'hégémonie américaine, ou en tout cas de son accélération, de quoi s'agit-il? Est-ce simplement une manœuvre de politique intérieure? Pour l'instant, je l'interprète principalement comme une affaire de politique intérieure. Rubio se prépare à se présenter en 2028 et il a besoin de quelque chose de pratique autour duquel rassembler les gens, d'un mot d'ordre mobilisateur. Ce n'est même pas très créatif. Il s'est essentiellement dit: la gauche peut mobiliser contre l'extrémisme d'extrême droite. Alors, que pouvons-nous faire? Pourquoi pas le terrorisme d'extrême gauche? Voilà une bonne idée, allons-y. C'est simplement un copier-coller de ce que fait l'autre camp, suivi de l'invention d'une nouvelle catégorie. Personne n'aime le terrorisme. Il existe déjà des lois antiterroristes. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter l'étiquette extrême gauche. Bien sûr, cela peut devenir plus sinistre ou évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sinistre, la recherche d'une nouvelle terminologie destinée à combattre l'ennemi intérieur. Mais, dans ce cas, il s'engage dans une confrontation totale avec les démocrates, qui dénoncent précisément ce type de démarche. Je l'interprète donc davantage comme une opération intérieure, destinée à attirer l'attention. Cela pourrait prendre une ampleur bien supérieure. Cela pourrait devenir quelque chose de très effrayant. Mais, pour l'instant, cela fait partie du spectacle et du théâtre de la politique américaine. Rubio occupe la scène. Je n'y vois donc pas encore davantage que cela. Je dois dire que je regardais justement l'excellent article de Ken Klippenstein sur le sujet. Il écrit: Rubio a passé une décennie à cultiver l'image de l'homme d'État responsable. 14 années à la Commission des relations étrangères du Sénat, l'adulte chargé de stabiliser une administration chaotique. La désignation FLT, terrorisme d'extrême gauche, est un bon endroit pour observer cette image se dissoudre. Le département d'État est en train d'être transformé en une nouvelle voiture de clown et Rubio semble heureux d'en être le conducteur. Cela soulève une question que je ne comprends pas. Si c'est une opération intérieure, ne voit-il pas que cela pourrait signer la fin de sa candidature présidentielle? Parce que c'est tellement absurde. C'est véritablement absurde. Non, ce n'est pas absurde pour ses partisans. Ce n'est pas absurde pour les gens de la droite conservatrice, y compris ceux qui sont assez modérés et qui ont des griefs légitimes après avoir été traités d'extrémistes de droite, simplement parce qu'ils avaient voté pour Trump. Toute personne méprisée pour avoir porté une casquette MAGA, alors qu'elle était légitimement révoltée de voir la Rust Belt continuer à rouiller et Détroit passer du statut de centre industriel à celui de désert industriel. Toute personne qui estime avoir été injustement traitée pendant 15 ou 20 ans par ces snobs libéraux de New York et de Los Angeles considérera que Rubio a raison et qu'il vise juste. Et leur réaction sera: pourquoi seulement nous? Pourquoi pas les autres, au sein de la population qu'ils cherchent à atteindre? Je pense donc que ce message possède un potentiel considérable. C'est pour cela qu'ils le déploient aujourd'hui comme une campagne. Je suis presque certain qu'il y a derrière cela des directeurs de campagne et toute une équipe, avec des comptes sur X, Instagram, un travail sur son profil et ainsi de suite. Il est déjà en train de réunir son équipe dans cette perspective.
Je pense que cela fonctionnera auprès des personnes que Hillary Clinton avait, de manière si catastrophique, qualifiées de déplorables. Oui, les déplorables. C'est bien ainsi qu'elle les avait appelés. Ce genre de conneries condescendantes, cette manière de regarder les gens de haut, ne passe absolument pas. Et cela mobilise les gens contre des personnalités, même de centre-gauche, y compris lorsque celles-ci défendent des politiques raisonnables. Rightly so. Yeah, rightly so. But I À thought, juste like, titre. Mais je pensais que cela fonctionnerait peut-être auprès des militants MAGA qui restent attachés à ce qui est devenu, au fond, un culte de la personnalité, mais moins bien auprès des partisans d'America First. America First people, but maybe I'm wrong. Je me trompe peut-être. Je pense que cela peut fonctionner au sein du mouvement conservateur America First. Tout dépend du nombre de personnes qui croient que le véritable problème est le terrorisme de gauche. Mais existe-t-il réellement un terrorisme de gauche ? Le terrorisme en lui-même est mauvais. Personne n'aime les terroristes. C'est pour cela que, hors des États-Unis, personne n'aime l'armée américaine. On n'aime pas les gens qui font exploser des choses ou qui tuent des gens. C'est naturel. Mais existe-t-il réellement un problème de groupe antifasciste qui tuerait des personnes ? Je n'en ai jamais entendu parler. Mais, très bien, je me trompe peut-être. Je parlais du mondialisme, du fait qu'ils ne s'inscrivent pas dans une nation, mais qu'ils sont mondialistes. Je pense que l'ancienne opposition Soros contre nous existe toujours. Ce que j'ai surtout compris, c'est que le combat mondial serait inéquitable parce que les groupes antifascistes bénéficieraient du soutien de la fondation Soros, blablabla, et ainsi de suite. S'il va dans cette direction, alors cela sort même de la définition du terrorisme. Cela devient simplement n'importe quel programme libéral non conformiste. Et là, je ne pense pas qu'il puisse être stupide à ce point. Mais je me trompe peut-être. J'ai participé à beaucoup de dîners de Soros à l'époque où j'allais à Davos. Le dîner Soros était une véritable institution. Je n'y ai pas vu beaucoup d'antifascistes courir dans tous les sens. Non, parce que le milieu de Soros n'aime pas non plus les antifascistes. Il y a la gauche des cocktails face à la droite des cocktails. Et maintenant, la droite des cocktails essaie d'assimiler la gauche des cocktails aux antifascistes. Je pense que la gauche des cocktails va devoir aller lui parler et lui dire « Hé, est-ce qu'on peut recommencer à trinquer ensemble ?» Merci d'être venu, Pascal. Merci. J'ai un rassemblement antifasciste auquel je dois me rendre. Ah, tu n'es pas aux États-Unis. Très bien. Alors, tu ne risques rien. Ne le dis pas, Rubio. Non, mais il y a beaucoup d'affiches partout dans Athènes. Il existe ici une très forte tradition d'activisme du Parti communiste, d'anarchisme, et le mouvement antifasciste s'est développé sur cette base. Très bien. Quoi qu'il en soit, merci infiniment de nous avoir rejoints, Pascal. Merci Alexis, toujours un plaisir de faire ces entretiens avec toi. À très bientôt. Merci à vous deux. Ravi de vous avoir vu. Au revoir.